Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, les ressortissants africains stigmatisés en Chine, des discriminations sur fond de pandémie de coronavirus dans la ville de Canton. Plusieurs d'entre eux affirment avoir été victimes d'expulsions arbitraires. L'État tanzanien va dédommager les populations affectées par les différents projets électriques lancés dans le pays. Sont notamment concernés les habitants à proximité du projet de ligne électrique entre Kinyerezi et Dodoma. Et projet électrique également en Mozambique, l'appel d'offres pour la réalisation de la ligne de transmission Temane-Maputo a été lancé. 550 millions de dollars ont à ce jour été levés par le gouvernement. Placés à l'isolement malgré des tests négatifs au coronavirus, expulsés de leur domicile, refusés à l'entrée des commerces. Ce sont les témoignages qui nous parviennent de ressortissants africains en Chine, une communauté africaine qui se dit victime de discrimination. Les autorités chinoises, elles, de leur côté, rejettent les accusations de pratiques racistes. Aïssatou Diamanka Beslan et Marcel Fabamaroun. En Chine, les Africains victimes de discrimination et d'actes racistes sont en colère. Refoulés des hôtels, mis à la porte de leur logement, arrêtés arbitrairement ou violentés, de nombreux Africains crient à la discrimination et dénoncent les mauvais traitements à leur encontre ces derniers jours à Canton, dans le sud de la Chine, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Je crois que les Africains qui sont discriminés ont bien raison de protester. Parce que je crois que, sincèrement, ils sont discriminés par rapport à la couleur de leur peau. D'ailleurs, dans le lot, il y a aussi des Afro-Américains. Et je trouve injuste qu'on arrête des gens de force pour leur imposer la quarantaine. Je trouve injuste qu'on sorte des gens des hôtels parce qu'il y a des hommes d'affaires qu'on a mis dehors. Comme ça, simplement parce qu'ils étaient noirs, qui se sont retrouvés à dormir dehors. On a expulsé certaines personnes de leur logement. Donc simplement parce qu'on est parti d'une rumeur. Tout est parti d'un communiqué de la municipalité indiquant que 5 personnes de nationalité nigériane sont testées positives au Covid-19, ce qui conduit les autorités chinoises à tester 2000 personnes d'origine africaine, toutes confondues. Mais cela ne s'arrête pas là, la chasse à l'Africain est déclarée. Je crois que ce sont les autorités de certaines contrées chinoises qui ont poussé le bouchon un peu trop loin pour arriver à ce degré de violence discriminatoire. D'ailleurs, je crois que le gouvernement chinois aujourd'hui est au courant et a déclaré qu'il allait arranger la situation. Du côté des services de l'immigration, les mesures se durcissent. Vendredi 10 avril, le pouvoir central de Pékin a annoncé que tout étranger ne respectant pas la quarantaine sera banni de 10 ans du sol chinois. Et face à la propagation de la pandémie de coronavirus sur le continent, les États se voient contraints de prendre des mesures de plus en plus drastiques. Au Soudan, un couvre-feu total a été décrété à Khartoum, la capitale, et ce pour une durée de 3 semaines. Seuls les commerces alimentaires et les pharmacies pourraient être ouverts quelques heures dans la journée pour permettre à la population de se ravitailler. Et outre le confinement, certains pays mis sur le dépistage massif face à l'épidémie, à l'instar de l'Afrique du Sud. Le gouvernement a décidé de déployer des équipes médicales sur l'ensemble du territoire. 10 000 médecins, infirmiers et bénévoles sont mobilisés. L'objectif est notamment d'éviter une accélération de l'épidémie dans les quartiers et banlieues déshérités. Nelly Claude Bessard. Malgré l'instauration du confinement, l'État sud-africain a donné son autorisation à quelques sites miniers de poursuivre leurs activités. Il s'agit des mines indispensables à la production de l'électricité. Les mines de charbon et celles de la transformation de certains minerais continueront ainsi de fonctionner. L'économie sud-africaine dépend fortement du secteur minier. Donc une telle décision va permettre alors notamment de renforcer les capacités opérationnelles alors des sites miniers. Je rappelle bien que quasiment depuis une décennie, le secteur minier en Afrique du Sud n'attire pas des investisseurs. Avec le développement des sites miniers en Afrique de l'Ouest, au Ghana, en Sierra Leone, au Mali, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui commencent à s'orienter vers cette partie de l'Afrique. Les secteurs miniers ne sont donc pas tous concernés par les mesures de confinement liées à la crise sanitaire mondiale. Mais dans l'ensemble, la filière est à l'arrêt. Le gouvernement redoute l'impact sur l'économie déjà en récession. Les mines contribueraient jusqu'ici à hauteur de 7% du produit intérieur brut. Je dirais que le secteur minier reste très important dans le développement de l'Afrique du Sud. Donc une telle décision en réalité
n'aura pas d'impact réel. Parce que l'économie sud-africaine reste une économie très extravertie, orientée notamment vers l'extérieur, avec des fortes dépendances de la croissance économique en Chine, aux États-Unis et en Europe. Alors que dans cette partie du monde, nous avons un ralentissement général. Donc, c'est donc évident que cette décision va juste permettre de maintenir les capacités de résilience, mais n'aura pas d'impact significatif en réalité en termes de trajectoire prévisionnelle. La croissance économique a été prévue quasiment depuis la fin des années 2019. Le nouveau coronavirus vient fragiliser un secteur en déclin car victime des variations des cours des matières premières et de la hausse des coûts de production. La filière minière emploie plus de 450 000 personnes qui sont désormais dans l'incertitude de retrouver leur travail après la crise. Et cette pandémie a de lourdes conséquences économiques sur les économies africaines. Les petites et moyennes entreprises sont les plus durement affectées par cette crise sanitaire au Rwanda. Certaines banques ont donc décidé de prendre des mesures en leur faveur, à l'instar de la réduction des taux d'intérêt sur les prêts accordés à ces PME. Nelly Claude-Bessa. Au Rwanda, le secteur bancaire contribue à sa manière pour soutenir ses clients pendant la pandémie de coronavirus. Les clients de I&M Bank Rwanda bénéficient d'un allègement de remboursement du prêt bancaire. L'établissement financier a réduit son taux de base de 16,5% à 16%. Une décision prise pour soutenir les clients et leurs entreprises pendant la période de récupération post-Covid-19. C'est 0,5% de points que le taux d'intérêt a perdu. 0,5% des points est très élevé pour jouer dans la capacité à faire du bénéfice d'une banque. Sur le plan pratique, cette décision est excellente pour aider les entreprises clientes de la banque à sécuriser les investissements. La confiance entre les clients PME et la banque va aller de façon exponentielle. La direction générale de I&M Bank Rwanda a déclaré que la réduction s'appliquerait à ceux qui gèrent actuellement des prêts et à ceux qui emprunteront dans les prochains jours. La réduction, qui devrait coûter à la banque entre 80 millions et 100 millions de francs rwandais au cours des premiers mois, apparaît comme un soulagement pour les petites et moyennes entreprises qui gèrent actuellement des prêts. Les PME représentent la majorité des entreprises au Rwanda et contribuent à environ la moitié du produit intérieur brut du Rwanda ainsi qu'à l'emploi. Consciente de leur rôle dans l'économie, l'intervention d'I&M Bank Rwanda cherche à améliorer leur position pour récupérer et rebondir. La banque s'est également engagée à offrir un délai de grâce pouvant aller jusqu'à 3 mois pour le paiement du principal et ou des intérêts à l'appui des entreprises ou des clients de détail qui sont financièrement touchés par la pandémie. Le nouveau taux de prêt de base entre en vigueur ce 15 avril 2020. Et pour aider les agents et les employés pendant cette crise sanitaire au Gabon, le gouvernement entend assurer la gratuité des transports publics, une mesure afin de limiter les conséquences du confinement sur les travailleurs des secteurs essentiels et qui doivent donc poursuivre leur activité. Le plan de mobilité a été arrêté par le ministère des Transports et sera financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, la Tanzanie a entrepris de dédommager les populations affectées par les projets électriques lancés dans le pays. 9,3 millions de dollars ont été débloqués, des fonds principalement destinés aux habitants qui se situent sur le tracé de la future ligne électrique reliant Kinyerezi à Dodoma. Nelly Claude-Bessa. La Tanzanie, 6e pays le plus peuplé d'Afrique subsaharienne, confirme sa transition vers une industrialisation respectueuse de l'environnement. Le pays, qui a entamé l'électrification des zones rurales, a indemnisé les populations des localités de Kinyerezi et de Dodoma. Un acquittement intervenant dans le cadre des indemnisations relatives aux projets électriques, notamment la construction d'une ligne de transmission électrique de 400 kV reliant Kinyerezi à Dodoma. C'est une allocation de 9,3 millions de dollars qui a été attribuée aux populations locales. Pour de tels investissements, le pays est obligé de déplacer des populations. Ceci a pour but de renforcer l'industrie. Dans la crise actuelle du coronavirus, où le pays aura des défis de décongestion des zones, il faut bien qu'il y ait l'énergie électrique pour accompagner une politique cohérente de lutte contre le coronavirus.
Dans les détails, ce projet qui s'étendra sur 600 km vise à répondre à une demande de plus en plus croissante d'électricité en milieu rural. Le pays qui vise à accéder au statut de pays à revenus intermédiaires a besoin d'un approvisionnement en électricité fiable, durable, abordable sur le plan économique et respectueux de l'environnement. En conséquence, le gouvernement projette de multiplier sa capacité de production électrique tout en développant les systèmes de transport et de distribution à travers le territoire. La Tanzanie a un système de production énergétique assez diversifié, ce qui, si tout se passait bien en 2020-2021, horizon 2025, devait faire du pays un exportateur d'énergie. La Tanzanie étant un pays minier, il faut absolument l'énergie dans des zones rurales pour booster la production minière et satisfaire aux objectifs durables de développement. Le ministère de l'Énergie qui a annoncé l'allocation de $39 000 pour l'électrification de 3 villages dans le district de Nkinga envisage porter la production d'électricité du pays à 10 000 MW d'ici 2025. Le Mozambique aussi engagé dans une stratégie d'électrification. Le projet, la ligne de transmission Temane-Maputo d'une capacité de 400 kV, mais également la construction de plusieurs sous-stations électriques. Le gouvernement a annoncé que 550 millions de dollars avaient été déjà levés auprès des partenaires financiers. Aïssatou Diamanka Besseland et Aïssatou Bari. Le projet de construction de sous-stations et de la ligne de transmission électrique Temane-Maputo va voir le jour. Le gouvernement mozambicain a lancé un appel d'offres international pour sa réalisation. Les offres relatives à ces lignes électriques devront être déposées au plus tard le 28 avril. 3 lots composent ce marché de financement. La section de ligne électrique Vilanculos-Chibatu, longue de 340 km, celle de Chibatu-Matalan, qui mesure 180 km, et la ligne Matalan-Boané avec 43 km. L'approche du gouvernement mozambicain va dans le sens, d'une part, d'intéresser les investisseurs du secteur industriel en leur garantissant une fourniture constante et stable de l'énergie électrique, mais d'autre part aussi en garantissant une meilleure qualité de vie à ces populations qui auront désormais accès à l'énergie. Un autre projet est également prévu, celui de la sous-station électrique à Vilanculos, à Chibatu et à Matalan, ainsi que l'extension des sous-stations de Maputo. Les entreprises intéressées par ce projet de construction ont jusqu'au 25 mai pour déposer leur dossier. Rentabiliser l'investissement hydroélectrique, mais en même temps garantir l'existence d'une entreprise qui va consommer, d'une part, qui va créer des emplois, d'autre part, qui va payer les impôts un peu plus loin. Et de mon point de vue, que le gouvernement mozambicain envisage donc de faire tous ces aménagements va dans le sens justement de garantir un tissu industriel local. À noter que 550 millions de dollars ont été déjà levés par le gouvernement mozambicain auprès des partenaires financiers. Cette sous-station aura une capacité de 400 kV. L'ensemble des infrastructures pourrait entrer en service d'ici fin 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.